Bienvenue sur LCP, ravi de vous retrouver ici au cœur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parlait déjà il y a 20 ans et qui reste toujours sans solution malgré moult décisions et initiatives législatives. On parle des déserts médicaux. Pour de plus en plus de Français sur certains territoires, trouver un rendez-vous médical relève du parcours du combattant. Selon un rapport du Sénat qui date de 2022, un Français sur 3 vit dans un désert médical. Alors il y a ce jour-là une initiative de plus pour tenter de remédier au problème, puisque 259 députés venus de différents partis ont co-signé une proposition de loi transpartisane pour conditionner l'installation des médecins à une autorisation des ARS, les agences régionales de santé. Le but étant de faciliter l'installation de médecins là où ils font cruellement défaut. Le texte est porté par Guillaume Garot. La lutte contre les déserts médicaux, c'est l'un de ses grands combats. La parole est au rapporteur. Nous sommes nombreux et depuis longtemps à alerter sur l'urgence de la désertification médicale. Nombreux à alerter sur cette inégalité majeure de ne plus avoir de médecins, d'être tout simplement dans la détresse quand votre médecin généraliste part à la retraite et qu'il n'est pas remplacé. Quand vous mettez des semaines, des mois à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Pour 8 millions de Français, de Françaises, la situation n'est plus supportable. Pas de médecin traitant, voire pas de médecin tout court. Des départements entiers dépourvus de certaines spécialités. Je pense aux gynécologues. Et en bout de chaîne, il faut le dire aussi, des urgences qui craquent sous la pression de patients qui n'ont plus d'autre choix pour se soigner. Alors, dans un pays où, rappelons-le quand même, la santé a valeur constitutionnelle, l'urgence grandit. Parce que toutes les solutions que nous avons imaginées les uns les autres depuis tant d'années, qui ont été votées, qui ont été mises en œuvre, hélas, ne suffisent pas ou ne suffisent plus. Et force est de se constater que nous avons laissé se créer ici des concentrations et là des déserts. Il y a aujourd'hui 3 fois plus de médecins généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure-et-Loire, cher Philippe. Il y a 17 fois plus d'ophtalmos à Paris que dans la Creuse. Il y a 21 fois plus de dermatologues à Paris que dans la Meuse. Mais surtout, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention de nouveau ce matin, les inégalités entre les territoires et donc entre les Français, entre les patients, se sont aggravées depuis 10 ans. Entre 2010 et 2023, écoutez bien, le nombre de médecins par habitant s'est dégradé de plus de 15% dans la Creuse, plus de 12% dans l'Indre, plus de 13% dans le Gers. Et dans le même temps, ce nombre de médecins par habitant, la densité, elle s'est améliorée de près de 28% dans les Hautes-Alpes, de plus de 22% dans les Pyrénées-Atlantiques et de plus de 21% en Haute-Savoie. Alors, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je m'exprime ce matin au nom du groupe de travail transpartisan que nous avons créé à quelques-uns en juillet 2022, qui n'a cessé de travailler depuis, qui a procédé à des auditions par dizaines, qui a entamé un tour de France qui nous a conduits dans plus de 20 départements et qui aujourd'hui vient vers vous pour vous présenter une proposition de loi transpartisane avec la conviction qu'il n'y a pas de remède miracle. Personne n'a de baguette magique.
Et nous sommes tous convaincus, et nous les premiers, que nous avons besoin d'une combinaison de réponses. Le constat, il n'est pas nouveau. Notre démographie médicale, elle est mal en point. Nous avons perdu 7000 généralistes libéraux depuis 10 ans pour une population qui ne cesse de croître et de vieillir. Mais il faut regarder devant nous. Et nous nous préparons, si nous ne faisons rien, à des moments très difficiles. Puisque si l'on envisage l'horizon 2032, ce seront près de 30% des médecins généralistes en activité qui seront partis en retraite, soit plus de 33 000 praticiens. Ce qui veut dire que c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, il serait complètement faux de dire que rien n'a été fait. Et une politique très incitative a été décidée, mise en œuvre depuis une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, elle s'est enrichie toujours depuis une dizaine d'années. Alors, nous avons favorisé les structures d'exercice coordonné. Ça s'appelle les maisons de santé pluriprofessionnelles. On a aussi appuyé la création de centres de santé. Très bien. On a aussi voté des aides fiscales, des aides sociales pour l'installation des médecins, avec des chèques substantiels. Nous avons favorisé la poursuite d'activité des médecins en âge de prendre leur retraite. On a mis fin au numerus clausus. Et c'est une excellente chose que nous avons tous, je crois, soutenu. Nous avons financé des postes d'assistants médicaux. Nous avons créé des guichets uniques. Et pourtant, les inégalités ne cessent de croître. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le groupe transpartisan qui le dit, c'est l'adresse. Donc l'adresse, c'est le ministère de la Santé. Et dans une étude très récente, 2024, décembre 2024, l'adresse établit que les inégalités d'accès aux médecins généralistes entre les 10% de la population les mieux dotés et les 10% de la population les moins bien dotés, ces inégalités ont augmenté de 5% en un an entre 2022 et 2023. Ce constat, c'est la démonstration, hélas, que ces politiques d'incitation ne suffisent plus. Et je veux parler ce matin d'un échec collectif. D'un échec collectif dans lequel je prends ma part. J'ai participé à des gouvernements, à des majorités qui avaient mis en œuvre ces politiques. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Alors, cette proposition de loi d'initiative transpartisane, elle vous propose d'agir prioritairement sur 4 leviers. 4 leviers qui, je crois, peuvent nous rassembler. Parce que d'ores et déjà, je veux le rappeler, notre proposition de loi est co-signée par 256 d'entre nous. 256 parlementaires. Premier levier, premier article, la régulation de l'installation des médecins. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et nous voudrions rappeler brièvement le principe. C'est une autorisation préalable à l'installation ou à l'exercice qui serait délivrée par les ARS. Elle serait automatique, évidemment, lorsque le médecin viendrait s'installer ou exercer dans une zone sous-dotée. Et malheureusement, nous n'en manquons pas. Mais elle serait subordonnée, dans les zones suffisamment dotées, à l'arrêt d'activité d'un médecin, avec le remplacement de 1 pour 1. Ce qui veut dire que la liberté d'installation, bien sûr, elle prévaut, que le principe n'est pas remis en cause.
Il est simplement aménagé, encadré, au nom de l'intérêt général. Et je veux le dire aussi, parce qu'on a entendu des mots brandis dans le débat public, coercition. Mais je veux rassurer ceux qui seraient inquiets. Il ne s'agit pas d'aller nommer, il ne s'agit pas d'aller affecter de façon autoritaire un médecin ici ou là, un généraliste, un spécialiste. C'est à 10 000 lieues de ce que nous proposons. Ce que nous proposons, c'est tout simplement le jumeau, le dispositif jumeau qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier de cette année pour les chirurgiens dentistes. Cela sera déployé durant l'année et pour les années qui viennent pour les chirurgiens dentistes. Ça n'a pas posé de difficulté. Donc travaillons à ce dispositif de régulation pour éviter les concentrations de médecins là où il n'y en a pas besoin. S'agissant du deuxième levier, l'article 2, c'est la proposition de supprimer la majoration du tarif de consultation pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Vous savez, c'est un ticket modérateur qui vient, d'une certaine façon, sanctionner ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, quand ça avait été fait, c'était au nom de la valorisation, ce que, évidemment, nous soutenons, du médecin traitant comme pivot du système de santé. Très bien, évidemment qu'on ne le remet pas en cause, tout au contraire, tout au contraire. Mais vous imaginez bien que pour les patients, c'est une double peine. C'est l'idée d'être sanctionné en plus parce qu'on ne trouve pas de médecin. Comment c'est acceptable? C'est évidemment incompréhensible et nous vous proposons aujourd'hui de le supprimer. Je rappelle que cette mesure concerne plus de 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui et parmi eux, 472 000 qui sont atteints de maladies chroniques. Troisième levier, troisième article, c'est la proposition en matière de formation des médecins, des jeunes, de garantir dans chaque département un cursus minimal de première année, et en particulier, bien sûr, dans les zones sous-dotées. Pourquoi nous faisons cette proposition? Parce que l'INSEE, dans un rapport récent, là aussi, c'était en novembre 2024, nous rappelle que 50% des médecins généralistes qui ont été formés en 2000 exercent en 2019, donc de près de 20 ans après, à moins de 85 km de leur commune de naissance. Moins de 85 km. Et la moitié de ces généralistes, toujours, à moins de 43 km de leur université d'internat. Donc, plus nous permettrons à des jeunes issus de milieux ruraux en particulier de se former non loin de là où ils ont grandi, mieux ensuite nous permettrons leur installation, leur exercice dans les territoires dont ils sont originaires. Et ça nous permettra aussi, du moins nous le souhaitons, de casser des inégalités sociales d'accès aux études de médecine. Parce que beaucoup de jeunes s'interdisent ces études longues en disant moi je n'aurai pas ma famille pour me soutenir financièrement, elle ne pourra pas. Si nous sommes capables de dire à des jeunes mais on te donne ta chance, on sera à tes côtés. Et on fait tout pour que tu puisses engager dès cette première année un cursus universitaire pour la médecine près de chez toi. Ça vaut le coup, vas-y. Eh bien, je suis convaincu qu'on répondra à un impératif d'intérêt général, bien sûr, mais aussi qu'on pourra redonner de l'espoir à toute une génération. Et puis enfin, l'article 4, il rétablit une permanence des soins ambulatoires pour les médecins qui sont installés en ville. Les données dont nous disposons, et dont vous disposez bien sûr, elles sont parfaitement claires. Il y a plus d'un médecin généraliste sur deux qui ne réalise jamais de permanence. Bon. Et pour l'année 2022, à peine 25% des médecins concentrent 82% des honoraires de garde, ce qui révèle à la fois leur suractivité et parfois, je le dis aussi, qui révèle
un épuisement chez eux. Beaucoup d'entre eux nous disent « c'est très dur, de plus en plus dur ». Donc il faut là aussi être capable d'agir. Alors, 4 articles ce matin, et je veux, pour conclure, vous dire que, bien évidemment, dans le débat public, nous entendons la voix de tous les opposants à notre proposition de loi. Mais je veux dire aussi que nous entendons chaque semaine dans nos circonscriptions la voix de ceux qui n'ont plus de médecin, la voix de ceux qui sont angoissés, la voix de ceux qui sont en détresse, la voix de ceux qui attendent des solutions et qui comptent sur nous pour défendre ces solutions et surtout pour les mettre en œuvre. Alors nous sommes là, ce matin, en commission des affaires sociales, au début d'un processus parlementaire, pour améliorer le texte, pour l'enrichir, pour l'amender. Et je ferai ce matin quelques propositions là-dessus. Mais je veux rappeler que nous sommes tous en charge ici de l'intérêt général et que nous avons la responsabilité d'avancer, de garantir que le pacte républicain sera respecté et que nul ne devra se sentir abandonné par la République, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, de telle sorte que notre santé ne dépende plus de notre code postal. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup de cette présentation. Je vais tout de suite ouvrir la discussion générale en donnant la parole à Christophe Benz pour le Rassemblement national. Ça y est, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, la désertification médicale française, elle a plusieurs facteurs, plusieurs origines, plusieurs sources, et il faut y apporter naturellement une réponse globale. Votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, elle apporte des réponses partielles, certaines positives, certaines négatives. Je rappelle, et vous l'avez rappelé, la France traverse une situation critique et c'est un échec collectif dont vous avez votre part de responsabilité, vous l'avez vous-même reconnu à l'instant. Votre proposition, elle contient des avancées et des écueils. Je commence par les écueils. L'article 1, naturellement, que vous ne voulez pas appeler coercition mais régulation, mais moi je maintiens que c'est une forme de coercition que vous proposez. C'est une fausse bonne idée et ce n'est pas la solution adaptée. Surtout pas par les ARS, le pire échelon que vous choisissez pour l'installation des médecins, l'échelon de la déconnexion par excellence. Instaurer une forme de coercition impliquerait beaucoup d'effets pervers en réalité et aurait les conséquences inverses de celles que vous recherchez parce qu'elle nuirait à l'attractivité de la profession de médecin. Sur les articles 2 et 3, sur le 2, sur la suppression de la majoration des tarifs pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant, oui, évidemment, nous approuverons, puisque vous corrigez finalement ce qui est une injustice sociale, étant donné que des millions de Français n'ont malheureusement pas de médecin traitant. L'article 3, sur la formation décentralisée, oui, c'est une bonne idée. Je pense que c'est la bonne idée de cette proposition de loi, puisque vous avez parlé de confiance, monsieur le rapporteur, et effectivement, il faut faire confiance à nos territoires, et notamment à nos territoires ruraux. Et enfin, sur l'article 4, sur la permanence des soins, nous avons une forme de scepticisme parce que, d'abord, elle existe déjà, cette permanence. Elle est certes partiellement appliquée, mais votre article est peut-être contraignant. Ainsi, nous nous réservons le vote sur cet article 4 et nous le conditionnons au vote de nos amendements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Stéphanie Rist. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, merci pour cette proposition de loi dont je sais que vous travaillez depuis longtemps et qui a un objectif que notre groupe Ensemble pour la République soutient, bien évidemment, qui est celui de lutter contre les déserts médicaux. Qui pourrait être contre, alors que ça concerne tous nos concitoyens avec des difficultés aujourd'hui très pratiques sur leur santé et une inquiétude très importante, vous l'avez très bien dit, et je partage ce que vous avez dit.
C'est pourquoi notre groupe souhaite débattre de cette proposition de loi. Pouvoir dire pourquoi certains articles dans cette proposition nous semblent plutôt aggraver la situation que l'améliorer. Dire pourquoi l'application très pragmatique de cette loi nous paraît contre-productive. Exprimer aussi notre vision d'un système de santé qui ne supprime pas la médecine de ville libérale, ce qui, à notre sens, est fait avec cette proposition de loi. Nous ne partageons pas le postulat de départ qui considère qu'il existe certaines zones de notre pays où il existerait trop de médecins. Qu'en pensent les députés de Dijon, de Lyon, de Caen, de Limoges, qui sont concernés par cette proposition et où de nouvelles installations seraient dorénavant impossibles à moins d'un départ à la retraite? Notre groupe considère qu'il n'existe pas assez de médecins dans notre pays, qu'il faut en former beaucoup plus. Nous avons commencé à le faire, et vous l'avez dit, en supprimant le numerus clausus. Il faut continuer à libérer du temps médical, en faisant par exemple appliquer les lois que nous avons votées ici à l'unanimité, en allant plus loin sur cette libération de temps médical, en responsabilisant l'ensemble des acteurs. Notre groupe ne soutiendra pas l'article 1, mais veut en débattre et surtout débattra du reste de la proposition de loi. À titre personnel, j'ai une vision très opposée à ce qui est proposé dans cette proposition. Je pense au contraire de vous, que nous devons aller vers beaucoup plus d'installations en médecine de ville libérale pour permettre au mieux d'améliorer l'accès aux soins. C'est une vision différente et je suis ravie de pouvoir en débattre. Merci beaucoup. Adrien Clouet pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour cette excellente proposition, pour la non moins excellente proposition de loi que nous avons portée dans le cadre du groupe de travail transpartisan. Où en sommes-nous aujourd'hui? On discute alors que 18 départements en France comptent autant de médecins que les 83 autres. Le nombre de médecins par habitant, lui, il varie presque de 1 à 10, y compris entre départements. C'est 1,65 pour 1000 habitants dans l'Eure, quasiment 9 pour 1000 à Paris. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation? Jusqu'aux années 80, vous le savez, il y avait une mobilisation importante, y compris de l'ordre des médecins, pour limiter le nombre de praticiennes et de praticiens. On parlait à l'époque de pléthore médicale et certaines corporations avaient souhaité la mise en place d'un numerus clausus. On a vite réalisé que le vieillissement des généralistes, le démantèlement des services publics de proximité et la réduction du temps de travail des médecins, ce qui est tout à fait normal, ils ont envie de grandir avec leurs enfants, de voir la famille, ils ont raison de souhaiter travailler moins que les générations d'avant. Ces phénomènes-là ont créé un manque croissant de médecins en certains lieux. Désormais, un tiers des jeunes médecins, même un peu moins, 30%, s'installent hors des aires d'attraction des villes. Mais c'est là où réside 40% de la population. Et pas n'importe quelle population, la population la plus paupérisée et la plus âgée, celle qui a le plus besoin de soins. En dynamique, ça a été dit par Guillaume Garot juste avant, eh bien, l'inégalité d'accès, elle augmente. 10% de nos compatriotes les mieux dotés et les 10% les moins bien dotés ont vu leur écart d'accessibilité aux médecins se creuser depuis 2022, de 5% en l'occurrence, alors que cet écart n'a pas bougé pour les professions de l'installation régulée. Je pense aux infirmières, aux kinés. Que faire dès lors? On entend parfois parler d'incitation financière, mais enfin, collègues, il me semble qu'on a beaucoup essayé les incitations financières. On a essayé les primes, les contrats d'aide à l'installation, les majorations d'honoraires, les options santé solidarité territoriale, d'ailleurs formidable, 28 signataires, record du monde, les contrats de transition, les contrats de stabilisation, le pacte territoire santé, rien de tout cela n'a produit d'effet notable. Ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait, nous avons pu vous accompagner sur d'autres types de discussions, la délégation, etc. Il n'y a pas de fatalité. On propose aujourd'hui un autre instrument, celui de la régulation, dire que tous les praticiens sont libres d'aller dans n'importe quel territoire sous-doté. Et si, comme le disent nos collègues macronistes, toute la France est un désert médical, eh bien, votez le texte. Les médecins pourront s'installer quasiment partout. Merci beaucoup. Joël Arrivanier pour les groupes socialistes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Combien de fois avons-nous entendu nos concitoyens nous dire « Je n'ai pas de médecin, donc je ne peux pas me soigner » ou « Ça fait 3 mois, enfin 3 mois c'est il y a 4-5 ans, maintenant c'est 6 mois plus fréquemment, que j'attends mon rendez-vous ». Car depuis plusieurs années, les déserts médicaux gagnent du terrain. Dans les territoires ruraux, c'est un véritable fléau. Alors, conscients du problème, les députés se sont réunis dans le groupe transpartisan à l'initiative de notre collègue Guillaume Garot. Ce groupe, après des dizaines d'auditions et près de 3 ans de travail, est parvenu à proposer un texte transpartisan pour répondre aux cris d'alarme des Français. Les mesures de ce texte, quoi qu'en disent les lobbies,
de médecins vont dans le bon sens. La régulation à l'installation rétablirait l'égal accès aux soins où que l'on habite en France. La suppression de la majoration des tarifs à l'encontre des patients qui n'ont pas de médecin traitant mettrait fin à la double peine qui existe actuellement. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'un ministre de la Santé s'y était engagé. Je suis quand même un peu surpris que ça ne soit toujours pas opérant. Comment peut-on tolérer que les habitants des déserts médicaux doivent payer plus cher? S'ils n'ont pas de médecin traitant, ce n'est pas un choix, mais une contrainte. La garantie de formation en première année de médecine permettrait d'ancrer territorialement les jeunes médecins, ce qui nous semble nécessaire pour les maintenir dans les territoires les moins bien dotés en médecins. Et enfin, le rétablissement de l'obligation de permanence des soins est une mesure évidente d'équité. Alors, mes chers collègues, il nous faut écouter les Français. Il faut entendre leur détresse. Comment peut-on accepter qu'en France, certains renoncent à se soigner faute de médecins près de chez eux? Comment peut-on expliquer aux Françaises que dans leur département, il n'y a plus de gynécologues? Cette situation est scandaleuse. Elle entretient un sentiment d'abandon légitime, notamment dans les territoires ruraux. Les mesures d'incitation ont montré leur inefficacité. Il est temps d'essayer d'autres choses. Alors il nous faut avoir du courage. Écoutons les Français et répondons à leurs préoccupations en votant ce texte qui permettra d'améliorer l'accès aux soins et de lutter efficacement contre les déserts médicaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thibault Bazin pour la droite républicaine. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous manquons de plus en plus de médecins libéraux dans nos territoires. Monsieur le rapporteur, nous vous rejoignons dans ce constat. Si l'ensemble des Français sont touchés, plus de 9 millions d'entre eux privés de médecins traitants le ressentent particulièrement, y compris en Meurthe-et-Moselle. Je comprends que certains collègues, notamment au sein de mon groupe, ressentent une certaine lassitude, en ayant le sentiment que ce sujet de la désertification médicale est régulièrement abordé sans que nos concitoyens ne puissent constater une amélioration dans leur vie quotidienne. Je ne cache pas d'ailleurs que nous avons eu des débats au sein de mon groupe. Je rejoins ceux qui pensent que les actions déployées jusqu'à présent ne suffisent pas. Cela étant dit, s'il est indéniable que nous manquons de plus en plus de médecins installés dans la plupart de nos territoires, cette proposition de loi apporte à mon sens des mesures qui, en l'état, pourraient davantage aggraver le problème qu'elle prétend traiter plutôt que d'y remédier. En particulier l'article 1 qui crée cette autorisation d'installation des médecins délivrée par les ARS. Or, les zonages posent question. D'ailleurs, il n'y en a pas pour les non-généralistes, rendant le dispositif inopérant. Mais surtout, combien d'internes, aujourd'hui en médecine générale, pourraient être désincités à faire le choix de l'installation et préférer le salariat? Seulement 12% des étudiants en médecine choisissent aujourd'hui l'exercice libéral, spécialité comprise. L'immense majorité choisit l'exercice salarié dans des hôpitaux ou les centres de soins non programmés, une tendance en augmentation. D'autres n'exercent même plus. Cependant, vous le savez bien, un médecin salarié n'est pas médecin traitant et suit moins de patients en moyenne qu'un libéral. Oui, il faut agir et prendre de nouvelles mesures, mais les bonnes mesures, pas des mesures qui peuvent s'avérer contre-productives. Notre responsabilité est grande et j'allais dire, il faut qu'on puisse prendre les mesures qui sont adaptées et pas faire en sorte que des étudiants migrent vers l'exercice salarié encore davantage. Il me reste peu de temps pour évoquer l'article 4, également emblématique de la fausse bonne idée. Prendre des gardes médicales n'est pas anodin pour un médecin libéral, notamment à certaines périodes de la vie, comme les premières années de garde d'un enfant. Vous inscrivez une obligation qui, là aussi, pourrait se conclure par la baisse du nombre global de médecins généralistes libéraux qui s'installent, alors qu'il nous en faut davantage. Vous l'avez compris, en l'état, les articles me paraissent problématiques. Nous avons au contraire besoin de renforcer l'attractivité de l'exercice libéral. Si leur rédaction n'évolue pas, vous n'obtiendrez pas le soutien unanime du groupe de la droite républicaine. Merci beaucoup. Jean-Claude Rau pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président. Je pourrais reprendre la rengaine assénée par un certain nombre de médecins sur différents tons, méprisants ou sarcastiques, menaçant dramatiques tant l'idée de régulation leur est insupportable. En agitant toujours le même chiffon rouge, notre proposition détournerait de l'exercice de la médecine, assécherait les bonnes volontés. Et un chantage à peine voilé, nous allons nous déplaquer, nous déconventionner, voire partir à l'étranger. On nous accuse de ne rien comprendre, mais nous avons écouté et entendu. Lors des dizaines d'auditions réalisées par notre groupe transpartisan, dans nos permanences dans les communes, sans avoir besoin d'en rajouter, tant les exemples sont innombrables. Nous savons qu'il n'y a pas de solution miracle, mais le désespoir de ces millions de personnes qui n'ont plus de médecins nous impose d'explorer de nouvelles pistes. Donc devons-nous laisser faire, comme il nous est demandé, comme il est de coutume depuis des décennies, continuer à privilégier l'offre aux besoins de santé de la population ? Dilapider encore plus d'argent par le biais de pactoles d'installation, d'avantages en nature, d'exonération fiscale, entretenir la concurrence entre les territoires,
sans jamais régler les problèmes de désertification médicale. Mais ne rien faire, ce serait continuer à creuser les inégalités territoriales, ce serait tolérer qu'ici et là, on ne puisse plus se soigner. Si le premier engagement des médecins est toujours de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé, et s'ils et elles veulent apporter leur aide à leurs confrères, de plus en plus seuls, de plus en plus épuisés, là où les déserts se sont étendus, alors nous devons essayer la régulation et rétablir la permanence des soins. Si nous ne le faisons pas maintenant, dans la version très light que nous présentons, bien peu coercitive en réalité, un jour viendra où cela sera imposé sans doute plus brutalement. On nous dit que les médecins n'ont pas besoin de contraintes, mais les Français et les Françaises ont besoin de médecins partout. Merci beaucoup. Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Un ancien président de la République disait « Sur le chômage, on a tout essayé ». Donc moi, je vous appelle à réfléchir. Est-ce que oui ou non, on a tout essayé? Non, on n'a pas tout essayé. Pourtant, on a pris tellement de mesures depuis 20 ans sur un échec collectif. Que ce soit des mesures financières, que ce soit des mesures en offre de formation, le numerus clausus, qui est devenu un numerus apertus. Et avec, vous le savez, pour les délégations de tâches, des avancées, les IPA qui sont arrivés, enfin bref. Mais à chaque fois, à chaque étape, ça a été un combat. On a même fait mieux. On a encouragé la formation de médecins à l'étranger. Je regarde Stéphanie Rist qui connaît comme moi la région Centre-Val de Loire, où on a même poussé à un moment des étudiants d'aller à Zagreb. Donc on a fait tout cela. Et nous en sommes où? Les inégalités territoriales sont toujours là. Donc moi je vous dis, j'aborde avec beaucoup de modestie ce débat. Peut-être il n'y aura pas de chemin, mais si on n'essaye pas d'ouvrir une nouvelle voie, où serons-nous? Mais je voudrais juste vous dire, mes chers collègues, une chose. Vous dites régulation. Est-ce que tout médecin peut choisir sa spécialité médicale? La réponse est non. D'où vient son choix de spécialité médicale? De ce qu'on appelle l'examen national classant, c'est le concours de l'internat. Et selon la place que vous avez, eh bien, vous êtes affecté sur telle ou telle spécialité. Vous ne choisissez d'ailleurs même pas votre ville. Vous la choisissez par défaut souvent. Voilà la vérité. Alors après, cette régulation elle est très modeste. J'ai dit à Stéphanie Rist, pour qui j'ai beaucoup de respect, à Limoges, avec ce que nous proposons, on continuera de s'installer comme avant. Comme avant, il n'y a pas de surdensification à Limoges, ça n'est pas vrai. À Caen, à Orléans, mais non, 91% du territoire français, 91%, les chiffres ont la tête dure, mais nous avons les statistiques, pas celles de l'ARS, pas celles des DRES, parce que ne rejetons pas sur les ARS ou sur les autres ce que le pouvoir politique doit faire. Donc dire simplement que la liberté sera là. Et lorsqu'on enlève une plaque et on en remet une, on ne baisse pas la densité des médecins dans les territoires dans lesquels il y a déjà une surdensification. Ce n'est pas mon ami Paul-André Colombani qui me dira le contraire sur des territoires où ils sont bien dotés. Donc simplement, essayons de regarder comment on peut améliorer les choses, de les améliorer qu'efficacité et peut-être dans un consensus. S'il ne se fait pas aujourd'hui, je dis aux collègues du RN, vous qui êtes friands de référendum, faites-en un, vous verrez ce que vous diront les Français. Merci beaucoup. Nathalie Collin-Osterley pour le groupe, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France traverse une crise aiguë de l'accès aux soins, ça a été dit, et de manque de médecins libéraux. Cette crise n'est pas nouvelle, elle touche désormais 87% du territoire national qui est classé comme zone sous-dotée. Les causes sont multiples, il n'existe pas de solution unique, cela a été dit. Néanmoins, plusieurs réformes majeures ont été engagées ces dernières années, mais encore faut-il attendre qu'elles produisent leurs effets. L'assouplissement du numerus clausus en 2018, que le ministre Neuder d'ailleurs souhaite supprimer. L'élargissement de l'accès direct à certains spécialistes via la loi RIST 2 en 2023. L'incitation à l'installation durable des professionnels de santé dans les territoires via la loi Valletoux de décembre 2023. La facilitation du cumul emploi-retraite pour les médecins dans la loi de financement de sécurité sociale 2025, la reconnaissance et la revalorisation du métier d'infirmier, réforme en cours au Parlement, l'introduction du statut de docteur junior pour la 4e année d'internat pour les médecins généralistes, permise par un décret de juin 2018 avec dès la rentrée 2026, 3700 docteurs juniors de plus chaque année. Aujourd'hui, vous proposez avec cet article 1er d'entrer en rupture avec la philosophie des réformes précédentes en établissant la régulation de l'installation des médecins via les ARS. À titre personnel, je pense que passer de l'incitation à la contrainte ne résoudra pas le cœur du problème. Nous manquons au niveau national de médecins de ville en exercice, généralistes comme spécialistes. La profession fait une proposition rapidement déployable, l'assistanat territorial. Ce dispositif repose sur une idée simple,
Mobiliser pour 1 à 2 années des médecins spécialistes qui ont terminé leur internat, qui viennent d'être diplômés, qui pourraient être envoyés dans les zones sous-denses. Cela représenterait 2 à 3 000 médecins chaque année. Cela pourrait parfaitement s'articuler avec les docteurs juniors. Alors je pense qu'il y a aujourd'hui des solutions à mettre en œuvre rapidement, mais pas en braquant toute une profession dont on a besoin. Et la médecine de ville, des médecins libéraux, on en a besoin. Thibault Bazin l'a dit, nous risquons de voir des médecins libéraux migrer vers le salariat. Or, ils suivent moins de patients que les médecins libéraux. Et si nous votions cet article 1er, ce serait un message terrible envoyé à la profession. Alors, nous n'ignorons pas l'urgence, mais nous croyons que la meilleure voie, c'est d'accompagner et de poursuivre les réformes engagées dont nous savons qu'elles porteront leurs fruits rapidement. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Lyotte, Yannick Favnek. Merci de m'accueillir au sein de votre commission, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mon cher Guillaume, mes chers collègues. Monsieur le député, trouvez-moi un médecin. Ou encore, j'ai rendez-vous avec mon cardiologue dans 18 mois, est-ce que je vais devoir renoncer à me soigner? Voilà entre autres des paroles que nous sommes nombreux à entendre dans nos circonscriptions, comme nous en Mayenne, mon cher Guillaume. Alors que notre Constitution garantit le droit à la protection de la santé pour chacun de nos concitoyens, aujourd'hui, un Français sur 3 vit dans un désert médical. Ce n'est plus acceptable. Certes, de nombreuses politiques d'incitation à l'installation sont mises en œuvre depuis plus de 20 ans. Elles sont nécessaires et utiles, mais elles ne suffisent pas. Les inégalités d'accès aux soins entre les territoires sont flagrantes et continuent de s'accroître. Face à l'urgence de la situation, de quel levier disposons-nous? Nous pouvons en premier lieu agir pour une meilleure répartition des médecins sur l'ensemble du territoire en orientant l'installation des médecins vers les zones où l'offre de soins est la moins dense. Concrètement, dans les zones où l'offre de soins est moins suffisante, nous proposons qu'une autorisation soit délivrée par l'ARS uniquement si l'installation d'un médecin fait suite à la cessation d'activité d'un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. Le principe de liberté d'installation continue de prévaloir. Il s'agit donc d'un aménagement du principe. Nous proposons ensuite de supprimer la majoration des tarifs à l'encontre des patients non pourvus d'un médecin traitant. Cette majoration du tarif de la consultation à l'encontre des patients non pourvus d'un médecin traitant est une véritable double peine pour nos concitoyens qui vivent dans un désert médical. Troisième levier, nous proposons qu'une première année d'études en santé soit assurée dans chaque département pour préparer un meilleur ancrage territorial des futurs médecins. Enfin, nous proposons de rétablir l'obligation de permanence des soins. Le nombre de médecins qui participent à la permanence des soins ambulatoires diminue d'année en année, particulièrement dans les déserts médicaux. Le Conseil national de l'ordre des médecins parle même de désengagement des médecins libéraux. Voilà, mes chers collègues, les 4 mesures que nous proposons au travers de cette proposition de loi transpartisane. Pour que ce texte soit adopté, il faut que nous fassions preuve de courage politique. Nous devons unir nos forces, faire la synthèse des intérêts en présence et dépasser les intérêts, voire les égoïsmes catégoriels pour répondre enfin aux attentes et même au désespoir de nos concitoyens. Merci beaucoup. Yannick Monet pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, de ne rien lâcher en matière de désert médical. Sur le débat, quelques éléments. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on fait tous le même constat. Il y a peu de propositions. J'en ai écouté qu'une seule. C'est la collègue d'Horizon qui en a fait une. Il y a beaucoup de critiques, mais aucune proposition alternative. C'est ça, moi, qui me pose un peu problème. Je voudrais revenir sur l'élément transpartisan de ce texte. Oui, c'est un vrai texte transpartisan. Je peux vous dire que dans les signataires, mon collègue Vigier est pour la liberté d'installation. Moi, je suis plutôt défavorable à la liberté d'installation. Et pourtant, on s'est retrouvé sur ce texte. On n'a pas tout à fait la même conception de l'organisation de la santé sur notre territoire, mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver sur un texte de compromis qui permet de proposer des solutions. C'est des propositions qui ne sont pas révolutionnaires. On a un véhicule législatif qui est restreint. Proposition de loi, vous savez que c'est restreint. Mais néanmoins, on s'est retrouvé. Et je peux vous dire que si c'est moi qui avais écrit le texte seul, vous auriez vu ce que c'était que la coercition. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Mais pourquoi je dis ça? C'est que néanmoins, dans les constats, c'est 6 Français sur 10 qui renoncent à se soigner aujourd'hui. Moi, j'ai écouté parler ruralité. Sur ma circonscription, c'est 8000 personnes. C'est une circonscription rurale avec 126 communes. 8000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui, de plus de 16 ans. Eh bien, je peux vous dire que je ne connais pas une personne qui serait contre cette proposition. Pas une. Parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté d'accès aux soins et à la médecine générale. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même que notre système de santé repose sur des questions de solidarité, et notamment la sécurité sociale.
Donc d'avoir un regard, de demander un minimum de régulation pour permettre à un maximum de gens d'avoir accès à la santé, c'est quand même la moindre des choses que l'on puisse faire. Et je voudrais répondre, pour finir, à ma collègue Stéphanie Rist. Je suis désolé de mon propos, mais vous dites que ce n'est pas la bonne méthode. Depuis 2017, vous êtes au pouvoir et le désert avance. Donc votre méthode, je ne sais pas où elle est. Mais en tout cas, le désert avance. Nous, au moins, on a le mérite de faire une proposition. Merci. Alors, on va donner la parole à Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Évidemment, à l'UDR, que nous sommes entièrement d'accord pour nous attaquer à la question des déserts médicaux et essayer de régler le problème. En revanche, nous, de par notre ADN, on croit beaucoup plus dans l'incitation que dans la contrainte. Nous avons donc une vraie difficulté avec l'article 1, qui viendrait à réguler l'installation des médecins, et l'article 4, avec son obligation de participer à des permanences. Je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le travers. Un médecin, c'est quand même avant tout un étudiant qui a fait un gros investissement personnel, qui s'est donné du mal et qui a réussi des études compliquées. S'il vous plaît. Je ne suis pas sûr que quand il commence à exercer, il soit vraiment endetté vis-à-vis de la société et qu'on lui impose déjà beaucoup de contraintes. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Donc voilà, on aura une difficulté avec ces articles 1 et 4. Je vous remercie. Merci beaucoup, très bien. Alors, j'ai quelques orateurs inscrits. Alors, on va laisser, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'orateurs, je vais laisser la parole à M. Isaac Sibyl. Merci, Monsieur le Président. Bravo à Monsieur le rapporteur pour sa constance à répondre à un vrai problème qui est la difficulté qu'ont beaucoup de nos concitoyens à trouver un médecin traitant. Malheureusement, cette PPL envoie deux messages qui auront un effet dévastateur. Pour les étudiants en médecine, qui, nous le savons, sont tous défavorables à cette mesure de contrainte d'installation. Et je pense que c'est un message terrible qu'on leur envoie à ces jeunes médecins qu'on veut effectivement qu'ils aillent effectivement dans la ruralité. Et le deuxième message, c'est pour nos concitoyens qui pourront penser et qui vont croire que cette mesure va leur permettre de trouver un médecin traitant, alors que cette mesure sera contre-productive et aggravera plutôt le problème en décourageant les médecins qui ne s'installeront pas en médecine libérale et qui iront plutôt vers les postes de médecins non pourvus dans les hôpitaux des grandes villes. Je vous rappelle, seuls 14% des jeunes médecins s'installent en libéral dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme. Voilà la raison pour laquelle nous manquons de médecins traitants. Cette proposition d'autorisation préalable passe à côté du problème qui est de rendre attractif l'installation libérale. Plutôt que de les contraindre, nous devons rendre attractive la médecine libérale ainsi que les territoires sous-dotés. Je soutiendrai des amendements visant à faire découvrir ces territoires aux étudiants et à accompagner concrètement l'installation en libéral de jeunes médecins, car s'installer en libéral, c'est créer une entreprise et je pense qu'on ne les accompagne pas suffisamment à monter ces entreprises qui est la médecine libérale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Davy. Non, très rapidement, on manque de médecins globalement, on est tous et toutes d'accord là-dessus. Néanmoins, il y a une très grande hétérogénéité de la présence des médecins libéraux sur le territoire. Donc il est légitime finalement d'organiser un peu mieux cette présence. Et je rappelle que les médecins, finalement, s'ils ont une activité qui fonctionne et qui est lucrative, c'est qu'ils sont remboursés, ça a été dit par mon collègue Yannick Monnet, en partie par la sécurité sociale. Et donc c'est légitime que nous ayons un regard sur leur installation. Donc moi je suis favorable à cet article 1 et je pense qu'effectivement c'est une première étape. Néanmoins, je rappelle que ça, évidemment, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Il y a un problème, de nombre de médecins, évidemment, et donc ça, il faut augmenter, et j'arrête pas de le dire, le nombre d'enseignants-chercheurs dans les CHU, puisqu'on en a perdu 1000 depuis 1996. Je le redis, on n'aura pas plus de médecins si on ne recrute pas plus d'enseignants-chercheurs. Et il y a un problème d'organisation de la médecine, on va dire, de ville. Je pense que, contrairement à ce qui a été dit, je pense que beaucoup de médecins, jeunes médecins, aspirent au salariat et qu'il faut favoriser le développement de centres de santé publique. Donc voilà, évidemment, ça ne résoudra pas tout, mais c'est une première étape dans une meilleure régulation pour qu'il n'y ait plus de déserts médicaux. Merci, Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. Oui, je crois que nous sommes tous confrontés dans nos territoires à ces concitoyens qui viennent nous voir en situation de détresse parce qu'ils n'ont plus de médecins traitants. On sait que les collectivités territoriales, que ce soit les communes, intercommunalités, départements, régions, essayent de mettre en place des politiques de démographie médicale. Et c'est bien. C'est sympathique d'une certaine manière, mais ce n'est pas efficace, très clairement. On voit bien que la situation se dégrade et elle va se dégrader, continuer à se dégrader dans les années à venir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on dit on continue
à faire signe aux internes, venez passer un an chez nous pour voir comme la campagne est belle, etc. Mais on sait bien que ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Et donc c'est pour ça que moi je me suis inscrit dans cette démarche transpartisane. Je remercie Guillaume Garot de l'avoir initiée. Je suis dans une famille politique, la droite républicaine, où nous sommes attachés à la liberté d'installation. Et donc on voit bien que ce n'est pas un texte de coercition, c'est bien une régulation, un aménagement de la liberté d'installation. Chacun, avec ses courants différents, a fait un pas pour se retrouver sur ce texte-là. Eh bien, je crois que ce serait dommage qu'on manque cette occasion pour une nouvelle fois repousser au calendrier grec, alors qu'encore une fois, le message il n'est pas adressé aux médecins, aux étudiants en médecine. Le message qu'on doit adresser, c'est à nos concitoyens et qu'on ait des réponses qui soient enfin efficaces et pertinentes. Et donc, je soutiendrai ce texte. Merci. Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, de mettre ce sujet sur la table qui est essentiel dans nos territoires, l'accès aux soins. Et notre système de santé peut paraître défaillant au regard de, justement, ce manque d'accès aux soins dans l'ensemble du territoire national. J'aimerais vous prendre un exemple jurassien. Ça serait intéressant de ne pas faire reposer cette nécessité d'accès aux soins uniquement sur les étudiants qui sortent de l'école, mais qu'on soit capable d'utiliser l'ensemble du volume de nos médecins généralistes et médecins spécialistes, parce que dans nos territoires, ça manque également, pour essayer d'avoir une forme de solidarité territoriale. L'initiative qu'on a créée, c'est de faire un cabinet de soutien territorial où on vient s'appuyer sur les médecins retraités, sur les médecins qui sont en attente d'installation car non thésés, sur les médecins remplaçants, mais également sur les médecins qui travaillent dans des territoires où ça ne semble pas être sous-doté. L'idée est de les salarier et en fait, chaque médecin vient donner une journée par mois, 2 journées par mois. Et l'intérêt est de se dire que je ferai le parallèle avec les enseignants où on les oblige en sortie de diplôme à venir en région parisienne. Le résultat est qu'on a plus de postes que de demandes chez les enseignants et chez les professeurs. Et encore une fois, on fait reposer d'emmener des professeurs qui viennent seulement d'être diplômés dans des territoires qui peuvent être compliqués dans la gestion d'une classe. Et de dire que si on a moins d'enseignants et de professeurs, c'est aussi qu'on a ce début de carrière qui se fait dans des territoires autres que ceux là où on vit ou là où on a été formé, et que l'intérêt de pouvoir bénéficier de l'expérience de médecins qui sont installés depuis 30 ans et qui vont donner 1 ou 2 journées peut aussi rendre plus accessible et plus facile l'acceptation pour les médecins d'avoir cette forme de solidarité avec des initiatives qui peuvent se faire en fonction des territoires. Redire aussi que le terme de sous-doté n'est pas tout à fait juste, parce que quand on regarde, en fait, on a quand même des manques sur l'ensemble du territoire, à la fois en médecine générale, mais aussi et surtout en médecine de spécialité. Et puis cette proposition de loi me paraît précipitée et prématurée au regard de l'arrivée des docteurs juniors qui arriveront en novembre 2026. Moi, dans mon département, c'est 26 docteurs qu'on va essayer d'organiser sur les 3 circonscriptions. Ça veut dire 8 nouveaux docteurs dans ma circonscription. On a des intercommunalités qui sont là aussi pour organiser ces choses-là. On a la création d'une CPTS qui permet aussi aux médecins de s'emparer de ce sujet-là. Et moi, je leur fais confiance, parce que quand on s'engage dans cette discipline-là, on a aussi et avant tout envie de prendre soin des patients, et augmentons le volume des médecins en considérant les étudiants, mais aussi ceux qui travaillent depuis de nombreuses années. Merci. On essaie de tenir les 2 minutes, parce que sinon le... non, mais il n'y a pas de souci. Nicolas Turquois, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, d'abord, je voudrais saluer l'initiative du rapporteur qui a... Je pense qu'en Mayenne, comme dans la Vienne, on voit comment c'est compliqué quand on n'a pas accès à des médecins, et dans tous les territoires. Voilà, donc il y a une volonté, il faut essayer un certain nombre de choses. Après, je vous fais part de mes interrogations. Si je suis un nouveau médecin, que j'ai envie de m'installer dans une zone, on va dire par exemple sur la côte, et qu'on me dit je peux pas, je suis pas sûr qu'instinctivement je vais aller ou en Mayenne ou dans la Vienne. Ou peut-être que je vais aller dans la Vienne parce que j'ai mes origines dans la Vienne. Et moi, le côté territorialiser les études, parce que qui a intérêt à venir à Loudun, la petite ville de Loudun, si ce n'est, parce que c'est ce qui vient d'arriver, des gens qui ont une attache avec ce territoire. Et donc, voilà, vous essayez quelque chose, ça peut jouer sur certains cas, et il faut essayer un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des questions à se poser sur la formation, où on fait sa formation. Il y a des questions à se poser quand on a un hôpital sur un territoire
qui est en grande demande, il va capter aussi, c'est plus facile de rentrer à l'hôpital que de s'installer en libéral. Il faut remarquer que nos jeunes, la culture du libéral est peut-être plus compliquée. On a 29, 30 ans. C'est plus simple de rentrer à l'hôpital que d'entrer en libéral. Donc, à mon avis, il y a d'autres sujets à évoquer. Mais pourquoi pas ce sujet-là, avec toute la modestie qu'on doit avoir sur le résultat. Merci. Merci. Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir dans votre de belle commission. Bientôt, nous n'aurons plus assez de sièges, hein, je remarque. Oui. Parce que c'est un sujet important. Non, mais ce n'était pas... Oui, je voudrais d'abord saluer aussi l'initiative de Guillaume Garot depuis un peu plus de 2 ans, puisque je fais partie des pionniers avec Guillaume et Yannick et Adrien et d'autres, Delphine et d'autres. Et donc, je voudrais... Philippe Vigier. Alors, donc, juste un petit mot pour vous dire combien... évidemment que c'est un sujet qui existe depuis des dizaines d'années et que des choses ont été tentées. Mais tout n'a pas été quand même extrêmement bien réussi. Je vais vous prendre 2 exemples. Au sein de ma circonscription, j'ai un cabinet médical qui vient de recevoir, alors, qui a été fait par les fonds publics, parce que c'est comme ça maintenant, c'est-à-dire que ce sont des fonds intercommunaux, communaux. Maintenant, on installe les médecins comme ça. Et il a reçu un médecin qui vient de 12 km d'un autre département, juste à la frontière, et qui touche 50 000 € d'installation. Je suis effaré de la manière dont ça se passe. À côté de mon département, il y a la Nièvre. Vous savez qu'à Nevers, aujourd'hui, puisqu'on dit qu'il faut désengorger les urgences et trouver des solutions, on fait venir des médecins en avion de Dijon. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et donc, il y a un moment où ce qui a été tenté ne marche pas forcément. Et on va se le dire, les maisons de santé pluridisciplinaires qui sont vides, on les connaît tous dans nos circonscriptions. On les connaît tous. La course à l'échalote pour les médecins, on les connaît tous. On sait très bien ce qui se passe, y compris avec des maires qui parfois se font la guerre pour trouver un médecin. Ce n'est pas acceptable. Et donc la question de la régulation, qui n'est pas une coercition, parce que je peux vous dire qu'à un moment, il faut trouver des solutions, elle se pose parce que ce qui a été tenté n'a pas réussi à endiguer les inégalités qui se creusent. J'expliquais hier que dans ma ville, il y a 25 ans, nous avions 23 médecins libéraux. Les gens ne s'installent plus en libéral. Aujourd'hui, nous en avons 2 libéraux et 11 en centre de santé. 2 centres de santé différents. Mais il faut quand même savoir que les jeunes médecins souhaitent l'exercice regroupé de la médecine, ne souhaitent pas forcément s'installer en cabinet libéral. C'est une réalité. Donc voilà. Donc je pense que cette proposition de loi, elle mérite au moins de faire en sorte que l'on puisse poser un acte fort pour nos concitoyens. Merci. Madame Mélin. Merci, Monsieur le Président. Oui, si nous voulons nous en sortir, et il va falloir s'en sortir, il faut que collectivement nous réfléchissions pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. La maîtrise médicalisée des soins, elle est apparue dans une convention de 1980. Donc, ce n'est pas d'hier, ça fait 45 ans. Et on a l'impression qu'au fil des lois de santé, on a accumulé les fausses bonnes idées au motif d'une maîtrise précisément. Ce qu'aujourd'hui, avec cette proposition, nous faisons une fois de plus, elles se sont toutes révélées des fausses bonnes idées. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le problème pour les médecins qui sont en formation et qui vont s'installer, c'est l'attractivité. Les études ne sont plus du tout attractives. Comment voulez-vous, après 2 années de passe-las qui sont des véritables errances, pouvoir choisir véritablement un métier passionnant et ne voir les malades qu'en 3e ou 4e année? Et de plus, y rajouter une 10e année. Comment voulez-vous être la variable d'adaptation environnementale dans des déserts? Ils ne sont pas des déserts médicaux, ce sont des déserts médicaux certes, mais aussi des déserts ruraux, mais aussi des déserts de services publics et aussi d'emploi. La preuve en est, c'est que les pharmaciens qui ont, eux, des possibilités d'installation avec un numerus clausus d'installation pour leur garantir un certain chiffre d'affaires, ferment les uns après les autres, 200 pharmacies qui ferment tous les ans. Et ce n'est pas ce que nous propose le professeur Valencien, le pape de la pensée technocratique, qui prévoit de ne pas faire plus de formation de médecins, parce que les médecins deviendront des managers d'un système qui sera un système financiarisé, à tout le moins, on peut le craindre. À partir de là, je pense qu'il faut aujourd'hui être prudent.
Cet article impose des gros problèmes. N'ajoutons pas une nouvelle fausse bonne idée. Merci beaucoup, Madame Allemand. Oui, bonjour, merci de m'accueillir dans votre commission. Mon département des Hautes-Alpes a été cité plusieurs fois en exemple dans ce texte. Alors oui, nous avons proposé dans certains secteurs, comme dans le Champs-Sorbal-Goldemar, et je peux vous dire qu'il faut y aller. Grâce à la volonté d'un seul médecin généraliste, le docteur Zecconi, il a réussi à créer 3 maisons de santé avec les regroupements de pharmacies, de tout ce qui tourne autour de la santé, et a pu faire venir des jeunes médecins qui se sont installés de manière durable dans notre département. Et à contrario, sur le sud du département, les communes cherchent des solutions pour pouvoir que les gens puissent se soigner, comme par exemple à Orpierre, où la commune a mis en place des navettes pour aller sur Aix-en-Provence ou sur Marseille. Alors il y a de fortes disparités, et j'espère que ce texte pourra les combler, parce que oui, on a des exemples où ça marche, mais à quelques kilomètres, ça ne marche pas, et peut-être qu'en légiférant de cette façon, on arrivera à combler ce manque que l'on a. Voilà. Et puis le dernier article sur la formation des jeunes dans nos départements est extrêmement important pour pouvoir leur apprendre comment ça se passe du passage du lycée à la fac, parce que c'est totalement différent, et on a aussi dans notre département des professeurs qui s'impliquent de manière bénévole dans les lycées pour apprendre aux jeunes le passage à la faculté de médecine. Merci. Merci beaucoup, Madame Levrault. Oui, pour rappeler que notre proposition de loi répond également à une demande de nombreux élus locaux qui nous ont alertés sur la situation désastreuse de l'accès aux soins, notamment en zone rurale. Rappelez-vous, il y a une maire qui avait même interdit à ses administrés de tomber malades. Sur mon département des Côtes-d'Armor, c'est 59 maires qui ont pris des arrêtés pour enjoindre l'État d'agir urgemment pour faciliter l'accès aux soins. 29 d'entre eux se retrouvent devant le tribunal administratif, puisque la préfecture souhaite suspendre ces arrêtés. La décision sera rendue demain. Donc c'est vraiment une proposition de loi qui est dans l'intérêt général et qui répond à une demande de notre population, évidemment, mais également des élus locaux. Je pense que tous ici, nous sommes alertés par nos élus locaux sur le fait de devoir agir de façon extrêmement rapide. Je vous remercie. Merci, Madame Batho. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir dans votre commission. Je vais vous lire un message. Madame la députée, je prends ce sujet qui me tient à cœur, la limitation de la liberté d'installation des praticiens, sujet que vous soutenez avec Monsieur Garot et tous les autres députés. Ceci à un moment où ma spécialité médicale, la gastro-entérologie, se casse la figure dans notre région Poitou-Charentes. Dans les Deux-Sèvres, en 2016, 14 gastro-entérologues. À l'automne 2025, ils ne seront plus que 6,4. J'ai cru voir ou entendre qu'une partie de la loi était passée pour les dentistes en 2025. Qu'en est-il pour les médecins généralistes et spécialistes ? Depuis 2 ans, nous ne faisons plus correctement le dépistage du cancer du côlon sur les Deux-Sèvres, faute de moyens, et demandons à nos patients d'aller en Charente-Maritime ou en Gironde. Il y aura probablement des pertes de chance pour les patients. Le Conseil de l'Ordre est-il toujours opposé à cette loi ? Merci pour vos réponses et pour votre aide, car au moment où je pars à la retraite, j'aimerais informer correctement mes patients et la population sur notre avenir sanitaire. Je voulais lire ce témoignage, parce qu'il y a une réalité qu'il faut aussi affirmer, qui est la souffrance des médecins qui restent, qui demandent et qui attendent du renfort. La situation sur le terrain, chers collègues, n'est plus celle que vous énoncez dans un certain nombre d'interventions, qui était celle d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans. Moi, aujourd'hui, en Deux-Sèvres, j'ai 29 579 patients sans médecin traitant. J'ai des pertes de chance, j'ai des situations qui arrivent à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas été prises en charge en médecine dite de ville ou médecine de campagne. Combien ça coûte à la sécurité sociale, toutes ces pertes de chance et toutes ces situations qui finissent à l'hôpital alors qu'elles auraient pu être traitées tout à fait autrement? Je voulais rappeler ces réalités parce qu'il me semble qu'il y a un décalage dans la discussion entre la situation de terrain, y compris ce que disent aujourd'hui un certain nombre de médecins sur le terrain, et ce qui est affirmé dans cette commission. Merci beaucoup, Monsieur Lozana.
Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je ne reviendrai pas sur le constat, on le partage tous. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait absolument tenter quelque chose, puisque tout ce qu'on a tenté, pour le moment, n'a pas porté ses fruits. On veut bien l'entendre, mais quid des effets pervers, quand même, qui aggraveront la situation, nous le savons. Nous en sommes persuadés là-dessus. Je crois d'ailleurs que vous avez reçu les étudiants en médecine, ils vous l'ont dit, et l'ampleur de leurs réponses prouve bien qu'ils vont trouver, me semble-t-il, en tout cas des stratégies qui feront qu'ils éviteront de s'installer là où on voudra le faire. Là où on voudra, par votre loi, leur imposer de s'installer. Ils peuvent avoir des formations complémentaires, ils iront vers la médecine salariée, dont on sait tous, la médecine salariée, que c'est une perte de temps médical. Voilà, c'est très clair. Les médecins actuellement font au moins 50 heures par semaine, la médecine de ville, alors que, évidemment, la médecine salariée, c'est 35 heures. Et donc, là-dedans, nous allons perdre du temps médical. On n'a pas mesuré suffisamment les effets pervers de cela. Nous savons aussi qu'une grande partie de la désertification, ce sont plutôt les spécialités de ville, plus que la médecine générale, d'ailleurs, de ville, et que là-dessus, M. Bazin l'a très bien dit, vous avez un gros problème, il n'y a pas de cartographie, et vous allez provoquer au contraire un départ donc des généralistes qui vont faire cette stratégie d'évitement et iront sur la médecine salariée, médecin du travail, médecin hospitalier. Comment ? Oui, on en manque partout, mais la première médecine de premier recours, je suis désolé, c'est la médecine générale. Vous allez dans mes campagnes, c'est pas la médecine ou la médecine salariée, c'est pas ça, c'est la médecine de premier recours, c'est la médecine générale dans mes campagnes. Et après, comment vous allez faire pour répondre aux demandes des maires des grandes villes, qui eux aussi, en médecine générale, je peux vous le dire, moi j'ai l'exemple de Toulouse, vivent une désertification médicale. Vous allez avoir un déplacement des jeunes qui vont aller vers ces grandes villes et non pas vers les campagnes. Et moi, je suis très attentif à ce qui se passe dans ma circonscription là-dessus. Et je peux vous dire, la coercition, oui, le maire va vous dire, oui, c'est moi qui en ai besoin en premier. Comment vous allez faire, vous choisir? Ça sera sûrement les grandes villes qui ont plus besoin, justement, de médecins, peut-être, qui les auront, et pas le tissu rural. Merci beaucoup, Madame Bellet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors évidemment, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit sur les déserts médicaux, parce que dans les pays des océans dits d'outre-mer, cela fait bien longtemps que notre seul problème, c'est au-delà du désert médical. Ce que l'on mesure aujourd'hui, c'est la perte de chance. La perte de chance, c'est pas être mal soigné, la perte de chance, c'est mourir chez nous. Parce que lorsque vous êtes à 8000 km et qu'il vous faut un avion pour un rapatriement sanitaire parce qu'on n'aura pas su gérer avec des spécialistes, notamment à l'hôpital, mais en premier lieu par une simple consultation médicale, une péritonite ou autre chose parce que vous êtes trop loin, que vous êtes à la campagne et que vous êtes vieux. Je rappelle, pour ce qui est de mon territoire, la Martinique, que dans 10 ans, il sera le plus vieux de France, avec toutes les pathologies que cela accompagne. Évidemment que la question des déserts médicaux est en premier chef une question prégnante chez nous. Oui, il y a plein de solutions qui vont emporter, et toutes d'ailleurs certainement vont emporter quelques défauts, quelques imperfections. Mais la réalité, c'est que lorsque l'on a un coût des études, et ça, c'est pas seulement nous qui le disons, et là, je fais un petit coucou à Monsieur Nayaradou qui est venu me voir et qui est étudiant en médecine, qui est très satisfait que depuis 2023, aux Antilles, nous ayons un cycle complet, et qui m'a dit, Madame Bellet, par contre, ce qu'il nous faudra, c'est de l'aide pour pouvoir nous installer. Et juste avant, je rencontrais aussi un pool de jeunes médecins qui s'était installé grâce aux aides et qui nous disaient mais on a besoin peut-être de forcer un peu les choses parce que c'est vrai que sinon on va choisir les endroits qui sont le plus attractifs pour nous. Il y a peut-être des écoles, beaucoup de services publics, mais on doit bien ça à la société et à l'intérêt général. Donc évidemment, je soutiens cette proposition de loi, cette PPL transpartisane.
j'aurai un regard particulier sur la situation de nos pays des océans qui est à regarder avec un prisme encore plus prégnant que celui, malheureusement, de nos campagnes qui, pourtant, sont déjà en grande difficulté. Merci beaucoup. Monsieur Simion. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, en écho avec ce que vient de dire Béatrice Bellet, on a beaucoup parlé de collectivités, d'élus locaux. On n'a peut-être pas assez parlé de la concurrence, quelquefois féroce, que se livrent les collectivités entre elles pour permettre l'accueil de professionnels de santé. Là, une place en crèche, là, un logement, là, une maison de santé pluridisciplinaire. Et ces inégalités de territoire dont on parle, elles consacrent la mobilisation de moyens financiers que mettent en œuvre les collectivités dans un moment de raréfaction des budgets et sur des compétences qui ne sont pas les leurs. Donc il faut voter cette proposition de loi. Très bien. Merci beaucoup. J'ai plus d'orateurs inscrits. Je vais donner la parole au rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je voudrais d'abord me réjouir de la qualité de nos échanges avec des arguments qui sont avancés et qui méritent qu'on puisse apporter des éléments de réponse, ce que je vais m'employer à faire immédiatement. D'abord, je voudrais dire, et ça a été très bien dit, à la fois par Yannick Monnet et par Xavier Breton. Le texte que nous vous proposons, c'est un texte de compromis entre différentes sensibilités politiques qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Je veux le dire, c'est un texte qui peut nous rassembler, et nous rassembler pour avancer, pour offrir des perspectives, pour redonner espoir, je le dis, espoir à des millions de Français qui se sentent aujourd'hui abandonnés. Et nous avons une responsabilité collective, chers collègues, nous avons une responsabilité collective à ouvrir un chemin. Et ce que nous vous proposons est le fruit d'un long travail et de convictions qui se sont rapprochées durant 2 années et demie. Et je vais vous dire pourquoi et répondre et préciser ce que nous proposons. D'abord, s'agissant de la régulation de l'installation. Pour qui ? À qui ça s'adresse? Parce que j'ai entendu beaucoup mettre en avant l'exercice libéral de la médecine. Et vous avez raison. Ce texte s'adresse aux généralistes, mais aussi aux autres spécialistes. Ça concerne, mais si, ça concerne l'ensemble des spécialités en exercice libéral. Lisez bien le texte. Je voudrais néanmoins, parce que j'ai entendu des choses très importantes, en disant, attention, si vous donnez le sentiment que ça va être plus compliqué pour la médecine libérale, il risque d'y avoir des fuites vers, entre guillemets, bien sûr, l'exercice salarié. Eh bien, la proposition que je vous fais ce matin, et ce sera un amendement, c'est de bien préciser que la régulation pour les territoires considérés concernera également les médecins salariés qui exercent en centre de santé. Comme ça, on n'aura plus d'inquiétude. Vous n'aurez plus d'inquiétude vis-à-vis d'une forme de ce que certains ont appelé une stigmatisation. Donc, eh bien, regardez, chers collègues, il est dans la liasse d'amendements et je le défendrai tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a toujours été dans le compromis, on a toujours cherché les voies du dialogue. Et nous continuons ce matin, et je m'exprime là au nom du groupe transpartisan qui vous fait cette proposition. Je poursuis. Ce qui veut dire que les praticiens concernés seront non seulement les libéraux généralistes et spécialistes, mais aussi les médecins salariés, généralistes et spécialistes. Et, disons-le aussi, concernera ceux qui sont conventionnés comme ceux qui ne seraient pas conventionnés. C'est bien une approche territoriale. Et c'est ça qui compte. Alors, territorial, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quel territoire? Aujourd'hui,
dans l'état actuel du droit, c'est 13% du territoire national. Ça signifie que pour 87%, et Philippe Vigier le disait très bien, pour 87% du territoire national, rien ne change. Ce sont ceux qui aujourd'hui, je parle du territoire national, sont en zone d'intervention prioritaire, le zonage ZIP, ou en zone d'action complémentaire, le zonage ZAC. Que certains disent, et ils ont raison, qu'il faudra quand même remettre sur le métier la question du zonage, pour qu'on ait une photographie la plus proche possible des réalités, la plus dynamique possible, qui soit capable d'anticiper, en particulier en matière d'âge de nos praticiens, pour pouvoir se projeter à 3 ans, à 5 ans, bien évidemment, et nous y sommes prêts. Et le débat, si ce n'est ce matin, nous le souhaitons en séance publique, pourra faire droit aussi à cette idée de reconsidérer notre zonage national, de telle sorte qu'on puisse avoir un outil de pilotage de cette politique publique le plus fin et le plus efficace possible. Nous sommes prêts à y travailler et nous ferons des propositions dans ce sens-là. Enfin, quelle efficacité de la régulation? Il faut quand même qu'on dise des choses là-dessus. Parce que, à écouter certains, ce ne serait pas efficace. Ben, désolé, chers collègues, ça l'est. Et pourquoi ça fonctionnerait pour les autres professions de santé, toutes les autres professions de santé, et que ça ne fonctionnerait pas pour les médecins? Les pharmaciens, chers collègues, obéissent à des règles pour l'installation d'une officine. Il y a partout des officines en France. Aucun département n'en est dépourvu. Aucun territoire n'en est dépourvu. Je pourrais faire la même démonstration pour les infirmières, pour les masseurs kinésithérapeutes. Je pourrais faire la même démonstration avec un rapport de l'IRDES. S'il vous plaît. Un rapport de l'IRDES, là encore, que chacun peut consulter, et qui nous dit, c'est un rapport de 2022, le zonage infirmier introduit depuis 2012 a permis d'améliorer la répartition territoriale des infirmières libérales. Son impact est particulièrement marqué dans les territoires surdotés. Bon. Donc, consultez ce rapport, il est de 2022 et il est extrêmement clair. Et je termine là-dessus. Il a été agréé, ce dispositif de régulation, pour les chirurgiens dentistes. Et ça n'a pas posé de difficulté. Et on en a tellement besoin aussi. Alors, terminons sur l'efficacité. Parce qu'il y a une étude à laquelle je vous renvoie, chers collègues, qui est tout à fait récente, qui a été menée par un chercheur de l'Université de Lille et qui a essayé de modéliser un petit peu notre dispositif, notre proposition, concernant donc les 13% du territoire pour 400 généralistes par an qui, aujourd'hui, viennent s'installer dans ces 13% du territoire. Si on considère que la moyenne, c'est 1700 patients par généraliste et par an, ça signifierait que demain, chaque année, ce sont 600 000 patients qui pourraient retrouver dans les zones que j'indiquais, les 87%, qui pourraient retrouver un médecin. 600 000 par an. Ça doit quand même nous questionner collectivement. Et encore une fois, nous sommes là pour trouver des réponses tous ensemble. Nous avons cet esprit du dialogue, du compromis qui nous a fait avancer et nous espérons que vous pourrez partager ce matin. Je vous remercie. Et je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Chut, chut, chut. Vous voulez dire un mot? Tu veux dire un mot avant? Non. Non. OK. OK, je vais mettre aux voix donc l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est favorable à la proposition de loi? Qui est défavorable? Elle est adoptée.
La proposition de loi transpartisane pour lutter contre les déserts médicaux qui est donc adoptée, mais, car il y a un mais, le texte a été vidé, amputé de sa mesure phare qui vise précisément à faciliter l'installation de médecins dans des zones sous-dotées. Le texte arrivera désormais en séance publique, ce sera dans la semaine du 31 mars. Il y a du suspense, on sera là aux premières loges pour suivre le débat. Très bonne suite de programme sur LCP, à bientôt.